Suite du chapitre 2 du traité des 5 roues de Musashi Miyamoto, présenté par Les légendes du chat. Quatrième partie, École des deux sabres, dénomination de notre école. À propos des deux sabres, tous les samouraïs, qu'ils soient officiers ou soldats, portent à la ceinture deux sabres. Autrefois, on les appelait le grand sabre et le sabre. Aujourd'hui, on les appelle sabre et wakizashi. Il faut savoir que wakizashi en français est traduit petit sabre, mais littéralement, ça se traduit porté sur le côté. Je n'ai pas besoin d'expliquer ici en détail que tous les samouraïs portent ces deux sortes de sabres. Dans notre pays, les samouraïs ont coutume de les porter tous deux à la ceinture, en sachant ou non pourquoi. J'ai appelé mon école « École des deux sabres », justement dans le but de faire connaître l'avantage que représente le port de ces deux sabres. D'un type différent des lances et hallebardes, par leur maniabilité en toutes circonstances, les sabres peuvent être conservés à tout moment à portée de la main. Dans notre école, dès l'entrée on exerce la voix en ayant constamment les deux sabres en main. C'est là la caractéristique de notre école. Lorsque nous rencontrons la mort en cours de combat, il vaut mieux que ce soit en utilisant toutes les armes dont nous disposons. Il est contraire à notre principe de mourir avec une arme inutilisée à notre côté. Mais lorsque nous avons quelque chose dans chaque main, il est difficile de les manœuvrer aisément ensemble, sur la droite et sur la gauche. Le but de notre école consiste à manœuvrer d'une seule main le grand sabre. Si cela est hors de question pour les lances, hallebardes et armes de grande dimension, par contre le sabre et le petit sabre sont maniables chacun d'une seule main. Il est difficile de manier un sabre à deux mains lorsque l'on se trouve à cheval. Cela est difficile lorsqu'on est en train de courir. Cela est difficile dans les marécages, rizières pleines de boue et sur les chemins caillouteux, sur un terrain en forte pente ou au milieu d'une mêlée. Si l'on a en main gauche un arc, une lance ou n'importe quelle autre arme, on est alors contraint de manier le sabre d'une seule main. Or, tenir un sabre des deux mains n'est pas la vraie voie. Si vous ne pouvez parvenir à pourfendre un adversaire d'une seule main, alors pourfendez-le en deux. Cela n'est pas une perte de temps. Il faut d'abord s'accoutumer à manipuler un sabre d'une seule main. Ainsi, dans notre école, on apprend à manier les sabres en ayant un dans chaque main. Pour n'importe qui, prendre pour la première fois un sabre en main semble pesant et de maniement difficile. Toute chose abordée pour la première fois est difficile. Par exemple, tendre un arc, manier une hallebarde. Au fur et à mesure que l'on se familiarise avec une arme, on la manie plus facilement. Par exemple, dans le cas d'un arc, on peut alors le tendre fortement. Il en va de même pour un sabre. Au fur et à mesure que l'on s'accoutume à le manier, on acquiert de l'aisance dans son maniement à force d'habitude. Un maniement rapide n'est pas l'essentiel de la voie de sabre. Je traiterai de ce sujet dans le chapitre O. Manier le grand sabre lorsque l'on dispose de beaucoup de place et le petit sabre dans un endroit étroit. C'est là le premier point de la voie du sabre. Dans notre école, il faut vaincre, que l'on ait une arme longue ou une arme courte. La longueur d'un sabre ne nous importe donc pas. Volonté de vaincre par n'importe quelle arme, c'est la voie de notre école. Nous préférerons utiliser deux sabres plutôt qu'un seul, lorsqu'un homme seul se trouve face à plusieurs adversaires ou bien lorsque nous désirons capturer vivant un adversaire. Je n'exposerai pas tout cela en détail maintenant. Il faut que les lecteurs connaissent, à l'aide d'un cas 10 000 exemples. Si l'on parvient à la voie de la tactique, on ne manque pas de les connaître tous, sans exception. Il faut bien avoir tout cela en tête. On peut noter qu'une légende raconte que Musashi enfant était allé s'amuser dans un sanctuaire shintoïste. Il vit un homme battre du tambour. Il fut frappé qu'un seul son sorte, bien que l'homme bâtit avec deux baguettes. Il y vit un rapport avec le maniement des sabres, qui se fait également des deux mains. Et ce serait comme ça que sa vision de la voie de la tactique émergea. Cinquième partie, connaître l'avantage de la tactique. Dans cette voie, celui qui manie bien le sabre est appelé tacticien. Dans la voie des arts martiaux, celui qui tire bien à l'arc est simplement appelé tireur. Celui qui tire bien au fusil est appelé bon tireur. Lorsque l'on manœuvre bien une lance, on est appelé lancier. Lorsqu'on se sert bien d'une hallebarde, on est appelé hallebardier. Alors,
il y aurait fallu appeler celui qui connaît la voix du sabre un sabreur ou petit sabreur. L'arc, le fusil, la lance et l'hallebarde sont toutes des armes de samouraï et ceux qui la manient appartiennent à la voie de la tactique. Cependant, une raison particulière fait que le sabre est le seul qui appartienne à la voie de la tactique. L'ordre est maintenu dans le monde et l'on se garde soi-même grâce à la vertu du sabre, qui est ainsi l'origine de la tactique. Si l'on atteint la vertu du sabre, on peut, seul, vaincre 10 personnes. Si l'on vainc seul 10 personnes, alors 100 personnes vaincront 1000 personnes. 1000 personnes, 10 000 personnes. C'est pourquoi, dans la tactique de notre école, une personne ou 10 000 personnes sont considérées comme une seule et même chose. Et nous appelons l'ensemble des règles des samouraïs tactiques. Quant aux voies, il y a celles des confucianistes, bouddhistes, artistes, professeurs de maintien et danseurs. Chez les samouraïs, les voies ne sont pas séparées les unes des autres. Même si l'on n'appartient pas à une voie déterminée, si on approfondit et élargit sa propre voie, alors on peut rencontrer cette autre voie. Dans tous les cas, il est important que les hommes se polissent bien, chacun dans sa propre voie. Sixième partie, connaître les qualités de chaque arme. Passons maintenant à la question de l'efficacité des diverses armes. On peut avoir à se servir de n'importe quelle arme selon les circonstances de la vie. Le petit sabre est adapté aux endroits étroits, ou bien lorsque le corps de l'adversaire est proche. Le sabre convient en toutes circonstances. L'hallebarde est moins adaptée que la lance au champ de bataille. La lance peut y prendre l'initiative, mais l'hallebarde est souvent dominée. Ainsi, dans le cas de deux adversaires de même force, le lancier dominera légèrement l'hallebardier. Mais le lancier et l'hallebardier sont peu efficaces dans les endroits étroits. Ils n'ont pas non plus grande efficacité dans les batailles au corps à corps. Lance et hallebarde ne peuvent servir que sur les champs de bataille, où elles ont leur importance. Cependant, pour n'importe quelle arme, si l'on se contente seulement d'en éprouver l'efficacité dans une salle d'exercice, en se perdant dans des détails faisant oublier la vraie pratique, alors celle-ci deviendra inutile dans un combat. L'arc, quant à lui, est bien adapté au stratagème des combats. Auprès d'un corps d'armée de lanciers et autres, on peut tirer rapidement, et par là, l'arc est très commode sur les champs de bataille, alors qu'il n'est pas adapté à l'assaut de place forte, ou bien lorsqu'un adversaire se trouve à plus de 40 mètres. De nos jours, l'archerie et tous les arts militaires sont pleins de fioritures, mais il n'y a presque rien derrière. Les arts militaires de cette sorte ne peuvent servir dans les moments d'urgence. Rien n'est mieux qu'un fusil pour se battre depuis une forteresse. Même sur un champ de bataille, l'importance du fusil vient avant celle de la mêlée. Mais une fois la mêlée commencée, le fusil ne suffit plus. Une des qualités du tir à l'arc est la possibilité de suivre le trajet de la flèche, ce qui permet au tireur de corriger son tir alors qu'une balle de fusil est invisible. C'est là un défaut du fusil. Réfléchissez-y bien. Quant au cheval, l'essentiel est qu'il soit fort et endurant et ne représente aucune singularité. En somme, il faut que tout soit solide. Cheval bon trotteur, sabre et petit sabre tranchant, lance et hallebarde transperçante, flèche et fusil robuste, tout doit être indestructible. Il ne faut s'attacher avec outrance ni à des armes, ni à des outils. Excès, insuffisances sont pareils. Inutile d'imiter les autres. Possédez les armes et les outils qui sont à votre portée. Que l'on soit officier ou simple soldat, il n'est pas bien d'aimer certaines choses et d'en haïr d'autres. Méditez bien sur ce sujet. Septième partie, à propos du rythme de la tactique. En toute chose, il y a un rythme. Dans le cas particulier du rythme de la tactique, on ne peut l'atteindre sans s'exercer. Si l'on regarde autour de soi, on constate que l'existence du rythme est claire dans la danse, la musique et les instruments de musique. Lorsque le rythme domine, l'exécution est bonne. Dans le domaine des arts militaires, tels que le tir à l'arc, tir au fusil, jusqu'à l'équitation, tout obéit au rythme et à la cadence.
Dans tous les arts et techniques, on ne peut aller contre le rythme. Dans les affaires abstraites également, c'est le rythme qui domine. Prenons comme exemple la vie d'un samouraï. Elle peut se diviser en rythmes des degrés de son ascension, rythme de sa situation décadente, rythme du moment où tout marche bien pour lui, ou rythme du moment où tout est contrariant pour lui. Il en va de même pour celle d'un commerçant. Rythme qui lui apporte la richesse, ou bien rythme qui la lui fait perdre. Ainsi, dans chaque domaine, il y a des rythmes différents. Il faut savoir discerner le rythme ascensionnel et le rythme décadent de toute chose. Réfléchissez-y bien. Plusieurs sortes de rythmes se remarquent dans la tactique. Il faut d'abord connaître le rythme concordant, puis comprendre quel est le rythme discordant. Il faut savoir discerner le rythme qui scie bien, le rythme à saisir selon l'occasion et le rythme contrariant. Tous les rythmes, qu'ils soient larges ou étroits, lents ou rapides, sont caractéristiques de la tactique. Tout particulièrement, si l'on ne saisit pas le rythme contrariant, la tactique ne sera pas sur des bases solides. Dans les combats de la tactique, il faut connaître les rythmes de chaque adversaire. Il faut se mettre au rythme inattendu de l'ennemi. Alors, on peut vaincre ses adversaires en se mettant sur un rythme vide, en partant d'un rythme né de l'intelligence. Dans ce livre, il est question principalement du rythme dans chaque chapitre. Il faut bien s'imprégner de ce que je vais écrire afin de bien se forger. Exercez-vous, matin et soir, dans la voie de la tactique de notre école exposée plus haut. Ainsi, vos idées deviendront plus larges d'elles-mêmes et ma tactique se répandra en tant que tactique adaptée à des masses d'individus et à un seul. Je m'exprime pour la première fois sur du papier et cela constituera 5 chapitres. Terre, eau, feu, vent et vide. Ceux qui veulent connaître ma tactique doivent obéir aux principes suivants selon lesquels ils peuvent pratiquer la voie. Premièrement, éviter toute pensée perverse. Deuxièmement, se forger dans la voie en pratiquant soi-même et non par le jeu des idées. Troisièmement, embrasser tous les arts et non se borner à un seul. Quatrièmement, connaître la voie de chaque métier et non se borner à celui que l'on exerce soi-même. Cinquièmement, savoir distinguer les avantages et les inconvénients de chaque chose. Sixièmement, en toute chose, s'habituer au jugement intuitif. Septièmement, connaître d'instinct ce que l'on ne voit pas. Huitièmement, prêter attention aux moindres détails. Et enfin, neuvièmement, ne rien faire d'inutile. Il faut bien avoir en tête tous ces principes généraux et ainsi s'exercer dans la voie de la tactique. Ce qui est important, c'est que dans cette voie, on ne peut devenir expert en la tactique sans avoir une vue directe et vaste. Si nous possédons bien cette tactique, même seuls face à 20 ou 30 adversaires, ceux-ci ne pourront venir à bout de nous. Il faut d'abord avoir toujours présente à l'esprit cette tactique et s'exercer franchement sans relâche. Alors, nous vaincrons de nos propres mains et notre vue sera supérieure à celle des autres. Et si votre corps entier se libère à force d'exercice, alors vous serez supérieur aux autres par votre propre corps. Et si votre esprit s'habitue totalement à cette voie, vous pourrez vaincre grâce à votre propre esprit. Si vous parvenez à ce point, comment pourriez-vous être battu? De même, dans le domaine de la tactique appliquée à des masses d'individus, vous vaincrez afin de vous attacher des hommes bons. Vous vaincrez afin d'utiliser de nombreux hommes. Vous vaincrez afin que votre conduite demeure juste. Vous vaincrez afin de gouverner le pays. Vous vaincrez afin de nourrir le peuple. Et vous vaincrez afin de maintenir l'ordre dans le monde. Ainsi, dans tous les domaines, vous connaîtrez le moyen de ne pas être battu par les autres. Et enfin, vous vous aiderez vous-même et vous garderez votre honneur. C'est là la voie de la tactique. Voilà, c'est tout pour cette partie de légende. La suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié cette lecture, surtout n'hésitez pas à liker et laisser vos commentaires. Si vous souhaitez me soutenir et être prévenu pour les nouveaux livres audio, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera énormément la chaîne à évoluer. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!